tous, je suis Fanny Serval, je suis directrice des publics à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine et je vais tâcher d'animer cette table ronde à laquelle on va pouvoir présenter 3 jeux numériques. Pour le bon déroulement de cette table ronde, donc les micros sont coupés quand vous arrivez dans la session. On vous demande donc d'utiliser un maximum le chat. On va faire l'ensemble des présentations, 10 à 15 minutes maximum par présentation, et après on prendra l'ensemble des questions pour pouvoir consacrer un peu de temps à l'interaction. Alors, avant de passer la parole aux intervenants, donc Nathalie Defrade, Didier Chanfray ou Cyrielle Balino, je voulais vous faire une petite présentation du contexte sur les pratiques culturelles des Français. Alors, au sein du ministère de la Culture, on est assez friand d'études, et alors je souscris pleinement à cette tendance sur les pratiques culturelles des Français. Et donc, je vous ai mis un peu en exergue 2 pourcentages qui me semblent assez éloquents, qui sont issus d'une étude qui a été publiée en février l'année dernière et qui porte sur 50 ans, un peu moins, de pratiques culturelles des Français. C'est donc une étude qui s'inscrit, ce sont des études qui ont commencé dans les années 70, qui sont faites très régulièrement sur un panel de public, de Français de plus de 15 ans. Donc j'insiste bien là-dessus parce que c'est important quand même dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Et là, on a des chiffres qui sont des chiffres de 2018, des pourcentages qui sont des pourcentages de 2018, qui ont été donc recueillis sur un échantillon d'un peu moins de 10 000 personnes. Et on voit que finalement, le pourcentage de Français qui jouent aux jeux vidéo est équivalent, et c'est comme un fait exprès, à ceux qui ont visité un musée ou un monument. Les publics, par contre, les profils de public sont complètement différents. Pour les 44% qui jouent à des jeux vidéo, on est, vous vous en douterez, plutôt sur une jeune génération qui est à partir essentiellement de 1985, où les pratiques numériques sont devenues majoritaires au détriment de ce qu'on appelle des médias historiques. Mais par contre, ce qui est très intéressant sur ces jeux vidéo et cette pratique vidéoludique, comme il l'indique plus loin, c'est qu'il n'y a pas d'écart sur le type de territoire de résidence des individus. Contrairement aux 44% des Français qui ont visité un musée ou un monument en 2018, déjà dans les 44%, il y a un petit écart entre ceux qui ont visité un musée, qui ne sont que 29%, et ceux qui ont visité un monument, qui est autour de 34%. Donc les publics sont beaucoup plus âgés, et là on observe de très grandes disparités sur le territoire entre les publics des grandes villes et les publics des territoires plus ruraux. Ça nous permet de dégager quand même déjà deux données. La première, c'est que croiser la pratique, alors j'ai appris un nouveau terme, vidéoludique, et l'approche patrimoniale ou architecturale ou urbaine, en tout cas de sensibilisation, ça permettrait de toucher un public beaucoup plus jeune par ces nouveaux médias. Et ça permettrait aussi de renouveler la base des publics traditionnels des musées et des monuments, puisque cette génération de baby-boomers, qui est le socle des publics sur les musées et les monuments, sont une génération bien évidemment vieillissante. Un deuxième élément sur cette étude qui pouvait nous intéresser, c'était le rapport entre le public virtuel et le public in situ. Alors, on voit dans cette étude que pour ce qui est les musées et les monuments, la préférence elle est très forte pour les publics, pour la visite in situ. Mais par contre, ce
ce qu'on a beaucoup entendu aussi, alors côté musée et je pense côté monument, c'était qu'il ne fallait, à un moment donné, on avait une certaine crainte de développer des offres virtuelles, partant du principe que l'offre virtuelle venait concurrencer l'offre in situ. L'étude de 2018 montre que ce n'est pas du tout le cas, et notamment pour les musées et monuments, hein, le spectacle vivant et à d'autres éléments. Par contre, on reste sur un profil de public entre les visiteurs de l'offre virtuelle et de l'offre in situ qui est quasiment identique, c'est-à-dire à la fois le niveau de diplôme, la répartition de l'âge et sur le plan social. Dernier élément, les précédents chiffres que je vous ai donnés sont issus d'une étude qui a été publiée en février 2020. Et depuis, alors l'image est très floue, je m'en excuse, mais depuis, le ministère de la Culture a sorti une nouvelle étude sur les pratiques culturelles en temps de confinement, étude qui a porté sur 3000 personnes et qui a été faite entre avril et mai de l'année dernière. Cette étude, elle montre qu'il y a une très forte augmentation des consommations des jeux vidéo et des vidéos en ligne pendant la période de confinement. On a aussi un élargissement du spectre de public concerné puisque ce sont davantage les seniors qui se sont mis aux vidéos en ligne. L'augmentation est plus forte, elle est plus forte aussi chez les femmes qui représentent maintenant la moitié des consommateurs, ce qui n'était pas le cas précédemment. Donc toutes les catégories sociales augmentent, mais là où ça augmente le plus, c'est pour les publics non diplômés et les ouvriers qui sont traditionnellement assez minoritaires dans le profil des visiteurs de musées et de monuments. Et donc parallèlement, je vous ai mis le pourcentage de personnes, de Français qui déclarent jouer à des jeux de société de plateau ou jeux de société traditionnels en opposition avec les jeux vidéo et les vidéos en ligne qui, lui, baissent légèrement entre la période de mars et mai 2020. Alors, la question est entière de savoir si ces données, les données du confinement, enfin les pratiques du confinement vont perdurer ou non, ou est-ce qu'on va revenir sur les pratiques précédentes. On n'est plus sur une tendance, moi, mon sentiment, c'est qu'on n'est pas sur une tendance conjoncturelle. Mars-mai, c'est en effet c'est un point de vue, une photographie à un instant T qui est très particulière, mais on n'est plus sur 2 mois de photographie. Maintenant, on est sur une tendance conjoncturelle d'1 an. Donc, on peut peut-être envisager que ces tendances perdurent, en tout cas sur la répartition ou la consommation des jeux vidéo et des vidéos en ligne par rapport à d'autres pratiques culturelles des Français, en tout cas telles qu'elles étaient présentées depuis une 50aine d'années. Voilà. Alors, je vais maintenant passer la parole donc à Nathalie Defrade, donc, qui est animatrice de l'architecture du patrimoine à Vannes, au service des musées et patrimoine, qui va pouvoir nous présenter un des dispositifs de jeu numérique un particulier, donc, qui a été mis en place à Lorient et qui va dans un contexte, avec des objectifs très particuliers là aussi, et qui va nous permettre d'ouvrir un petit peu sur ces dispositifs de jeu numérique présentés avec la question de l'avantage, de la mise en avant des avantages et des inconvénients de ces jeux numériques par rapport à des jeux de plateau. Voilà. Nathalie, est-ce que je commence tout de suite par la première Non, je vais peut-être donner un petit peu le contexte et puis je vous dis pour la première image. Très bien. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter un jeu qui pourrait un peu s'appeler, on appelait certaines visites guidées comme ça, vers un jeu de sensibilisation aux petits travaux d'embellissement ou pas. Voilà. C'est-à-dire que dans des petits travaux qu'on fait tous sur notre habitat à un moment ou à un autre, on peut embellir
Et puis, on peut aussi ne pas embellir finalement, voire banaliser, voire même détruire pas mal l'identité du bâtiment. Et c'est là-dessus qu'on avait travaillé à travers ce petit jeu numérique. Alors, un petit mot, en fait, oui, je suis aujourd'hui à Vannes et j'étais à Lorient. Donc là, je présente ce que le travail qui avait été fait à Lorient. Mais c'est un travail, on est exactement aujourd'hui à la même étape de mise en œuvre justement alors d'une OAP, donc une orientation d'aménagement et de programmation pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a développé ce jeu-là. Donc l'idée, une fois qu'on avait mis en place, on va dire, le cadre réglementaire de l'OAP, avec toute la réflexion sur... Donc l'OAP, hein, on est sur une annexe du PLU et on est sur tout un cadre réglementaire pour essayer de prendre en valeur en fait l'ensemble du bâti, voire du paysager, hein, ça peut être aussi des haies, etc. L'ensemble des éléments architecturaux paysagers d'un territoire, de façon à en préserver la qualité au maximum à chaque fois qu'on va intervenir dessus. Donc c'est l'idée de sortir, alors je vais très vite là, mais c'est l'idée de sortir de la notion de bâtiment isolé remarquable qu'on avait souvent dans les PLU pour avoir une vision plus générale, plus globale de secteurs patrimoniaux, etc. et englober surtout l'ensemble en fait du patrimoine bâti d'un territoire. Donc une fois qu'on avait que tout le travail réglementaire avait été monté au niveau du service de l'urbanisme, c'est poser la question de la diffusion, de la vulgarisation de ce travail-là et surtout en fait de l'adhésion nécessaire de la population, des habitants, des propriétaires pour que ce travail ait un impact en fait sur la qualité architecturale du territoire. Donc on avait développé très classiquement des visites, parce qu'on avait l'habitude de faire ça. On avait développé une petite brochure, qui permettait de regarder le patrimoine. Là aussi, non pas une brochure sur les éléments les plus remarquables et les plus significatifs du patrimoine, mais une brochure qui montrait des maisons années 50, années 60, années 30, maisons de bourg fin 19e, enfin quelque chose de tout ce qu'on peut trouver dans un tissu urbain un peu banal, on va dire, voilà, pas quelque chose d'extraordinaire. Et c'est sur ces éléments-là qu'on a décidé dans le cadre d'une exposition. Donc on avait aussi prévu une exposition qui montrait le cadre réglementaire, qui revenait sur le texte de l'OAP, qui identifiait les secteurs architecturaux patrimoniaux qui étaient ciblés dans le cadre de cette OAP. Et puis, ce petit jeu, alors le jeu, il était disponible sur une tablette Android dans l'expo au premier abord, et ce petit jeu, dont l'objectif était, j'achète une maison, années 30, années 50, voilà, on a choisi des typologies de maisons qui, vous allez le voir dans une minute, je vais bientôt mettre la première image, des typologies de maisons qui correspondaient évidemment à l'habitat qu'on peut trouver à Lorient. J'achète une maison, et très rapidement, je vais me poser la question de savoir ce que je fais avec cette maison. Je vais vouloir l'isoler. On est vraiment dans un cadre avec des pressions fortes pour isoler les maisons. Je vais vouloir changer les huisseries, la porte. Je vais peut-être vouloir l'agrandir un petit peu, etc. Et ben, quels sont les choix que j'ai à ma disposition et quel est l'impact de mes choix sur la qualité architecturale du territoire? Alors, un tout petit mot. Pour moi, d'emblée, sur les publics visés, il y avait évidemment le public visé immédiatement quand on a conçu tout ça, c'est les habitants, les propriétaires, les visiteurs de l'expo. Mais très rapidement, on s'est aperçu que dans le public visé, il y en avait deux autres qui étaient fondamentaux. C'était, les élus, parce que non seulement il fallait s'approprier une OAP, mais il fallait s'approprier un cadre réglementaire avec des contraintes. Et il fallait assumer les contraintes vis-à-vis des habitants qui allaient pouvoir à un certain moment contester un petit peu les contraintes qui leur apparaissaient. D'autant plus qu'à Lorient, et là on aura peut-être le temps d'y revenir 2-3 minutes, c'est un jeu qui est développé pour un territoire, en lien avec un territoire et avec les spécificités de ce territoire. Donc c'est non seulement des spécificités patrimoniales, architecturales, mais c'est aussi un état d'esprit, des habitudes, une philosophie par rapport à l'architecture, et certainement pas une philosophie de contrainte à Lorient. Donc il fallait être dans quelque chose qui permettait aussi aux élus de s'emparer d'un cadre contraignant parfois,
Et puis le dernier public pour lequel c'était fondamental, c'était finalement le public de techniciens. Ce jeu, il nous a permis aussi d'expliquer très très simplement, de manière visuelle, quel était l'objectif d'une OAP, en fait. Donc, c'était aussi pour le technicien un peu comme une fiche technique face à un habitant, un propriétaire qui vient avec un projet et qui finalement va se trouver dans cette même disposition, dans ce même état d'esprit que devant le jeu. Alors, on peut mettre la première image pour que ce soit un peu visuel. Voilà. Alors, le principe, il était très simple. Donc, on a travaillé en trinôme, à 3 là-dessus, toujours dans le cadre de cette exposition, mais comme une extension à l'exposition. En fait, c'est un besoin qui est venu petit à petit quand on a eu, je dirais, quand on a eu mis les éléments qui étaient les éléments classiques pour nous d'une exposition. Les panneaux, les textes, les images, les photos, etc. À ce moment-là, on a ressenti le besoin d'un petit dispositif supplémentaire de médiation. Et donc, ça a été une petite extension de l'exposition, mais intégrée dans l'exposition. Quand je dis qu'on a travaillé à 3, il y avait déjà le petit binôme qu'on formait avec le service de l'urbanisme, un collègue de l'urbanisme, donc sur la conception du scénario, la réflexion, les textes, etc. Ensuite, la sélection aussi des typologies de bâtiments. Ensuite, on a travaillé avec Mathieu Boulan, donc de Mille Plateaux, le graphiste, qui avait travaillé sur l'exposition. Et puis, on a travaillé avec Aurel Filippo, donc le développeur ou designer interactif, qui a développé, lui, le jeu. Donc, on avait choisi une maison années 30, par exemple, et vous voyez que voilà, quand on achète une maison, on va se poser des questions d'isolation thermique par l'extérieur, de petites vérandas d'extension, de changement des huisseries, etc. On est parti de manière un petit peu caricaturale, mais finalement qui chapeaute un peu les réflexions qu'on peut avoir quand on intervient sur un bâtiment. On est parti du principe qu'on pouvait soit prendre des options qui étaient à l'identique, entre guillemets, même si à l'identique, c'est pas toujours dire grand-chose, mais en tout cas qui restaient au plus près de l'identité première de la maison. C'est-à-dire qu'on va choisir des huisseries qui sont identiques, avec des matériaux identiques, on ne va pas changer la porte, voilà, on va essayer de rester au plus près et d'être dans un travail de rénovation, mais qui n'intervient pas trop ou le moins possible sur l'esthétique du bâti. À l'inverse, on peut aussi choisir, on s'est dit qu'on pouvait aussi choisir, et ça c'est aussi propre à Lorient, ce ne serait pas le choix fait éventuellement dans toutes les villes, on peut aussi choisir d'intervenir complètement sur sa maison, d'en modifier complètement l'aspect, mais dans une réinterprétation contemporaine d'un principe architectural premier. C'est-à-dire que l'idée étant de garder un maximum de qualité et architecturale au bâtiment, mais en changeant éventuellement les huisseries, en faisant une extension, etc., mais en essayant de préserver au maximum la qualité du bâtiment. Et puis, on peut malheureusement choisir des réponses banales, et dans ce cas-là, banaliser complètement votre bâtiment. Alors, vous en avez de très bel exemple en face de vous. Évidemment, on trouve la petite maison initiale en bas au milieu, et puis vous pouvez la transformer de manière radicale et très, très peu heureuse, complètement en haut à droite. Et après, vous avez des interventions qui vont pouvoir être, notamment l'intervention en haut à gauche, où on a bien une véranda, on a bien voilà, celle-ci. On garde, ceci dit, une trame du bâtiment. On a toujours une lecture du bâtiment. On n'est pas venu on n'est pas venu opacifier le bâtiment et on a gardé les volumes du bâtiment, y compris dans les huisseries. Voilà. Donc très rapidement, on peut passer à l'image suivante. On avait travaillé également donc sur, voilà, même chose pour la maison de Bourg. Donc on a la maison initiale complètement en haut, voilà. On a quelque chose qui nous paraissait tout à fait acceptable si on est à l'opposé en haut. Voilà, sur cette maison-là. On a quelque chose qui, pourquoi pas, même si, c'est-à-dire là où je prendrais la deuxième maison en bas,
avec avec une isolation, pourquoi pas. On est sur une isolation extérieure, on perd un certain nombre des marqueurs et des caractéristiques de la maison, mais on préserve une certaine lecture, pourquoi pas. Bon, voilà, c'est très, très discutable. Hein. Et puis après, on est à des degrés de banalisation plus ou moins forts. C'est-à-dire que dans certains cas, bon, c'est évidemment, vous la voyez tout de suite, on a perdu complètement. D'abord, on a banalisé avec des éléments. Oui, celle-là, elle danse, elle est pas mal. Il y en a encore pire, hein, en haut. Voilà. Là, on a banalisé complètement notre bâti. À chaque fois, vous allez le voir, ce sur quoi on a énormément travaillé, c'est dans la façon dont on allait présenter l'impact de la modification. C'est-à-dire que pour nous, dans ce contexte lorientais, il n'était pas question de dire ça c'est interdit, ça c'est pas possible, etc. Finalement, tous les choix étaient possibles. Tous les choix étaient possibles, mais quand vous aboutissiez à la maison, à la deuxième maison en haut, là, on disait que la phrase était dommage, vous avez complètement banalisé une maison qui avait pourtant du caractère. Vos choix ont fait perdre beaucoup de qualité architecturale à votre maison. Et puis on va voir, voilà. C'est simplement par le message, en fait, qu'on faisait passer notre message qui était celui d'une préservation de la qualité architecturale. On peut passer à l'image suivante. Alors, je crois que la qualité est moins... Ouais, ça va quand même. Voilà, donc ça, c'est la typologie de la maison, d'une maison années 50-60. Voilà, alors là aussi, alors, on était... Autant il n'était pas forcément très compliqué sur une maison années 30 avec un peu de cachet, c'est toujours pareil, hein, de préserver une certaine qualité architecturale, autant sur les maisons années 50, 60, 70, et alors encore pire après. Là, on a vraiment des problématiques beaucoup plus fortes puisque la banalisation de la maison avec des solutions d'huisserie, etc., va presque de soi. En fait, c'est très, très difficile d'être un peu contraignant sur cette typologie d'habitat. Et donc la maison initiale, elle est en bas à droite. Voilà. Et puis après, donc, vous avez toutes les banalisations et réinterprétations possibles et imaginables. Vous voyez que sur celle qui est juste au-dessus, là, c'était quelque chose qu'on valorisait plutôt. Voilà, ce choix-là, on le valorisait plutôt. Alors tout ça étant, donc c'est la maison qui est passée en rouge, mais qui garde ses pavés de verre, qui garde sa balustrade ajourée, qui garde la proportion à peu près des huisseries, même si le garage a disparu. Voilà. On va passer à l'image suivante. Je regarde si je n'ai pas oublié. Voilà. Donc ça, c'était la disposition donc, sur tablette Android. Je vais passer aux éléments plus techniques. Donc, sur tablette Android, c'est la technique utilisée par le développeur. Donc, Aurel Filippo est une technique extrêmement simple, extrêmement sobre. C'est un moteur de jeu vidéo qui s'appelle Unity et qui permet en fait de pouvoir choisir un peu la plateforme de sortie, on va dire. Là, on était sur la chose la plus simple en fait. Hein. Une tablette Android à l'intérieur d'une exposition et on a ensuite installé le jeu sur le site internet de la ville. C'est pas aller au-delà. Donc, on est du coup sur un développement qui nous a, alors à l'époque, qui nous a coûté 2500 € pour 2 jeux, pour un autre jeu. Aujourd'hui, on serait, j'ai revu ce matin avec Aurel Filippo, on serait sur 2000 € juste pour ce jeu-là, à condition de rester sur ce même mode de diffusion. À partir du moment où on passe sur des modes de diffusion beaucoup plus vastes, là, l'investissement, enfin, les dispositifs étant plus complexes, l'investissement est plus fort. Mais on est, ceci dit, sur un coût de prestation qui reste quand même relativement modeste, on va dire, pour ce type de prestation. Donc, qui ne rentre pas forcément aussi fortement, on l'avait évoqué, en concurrence avec d'autres modes de présentation et de médiation. Un dernier... Alors,
j'ai parlé du public, vous me direz tout ce que j'ai oublié après. Un dernier petit mot peut-être pour vous dire que la qualité du travail, donc on a beaucoup travaillé en aller-retour entre le graphiste, donc le développeur et puis notre petite équipe, donc patrimoine et urbanisme. La qualité du travail, elle tient aussi au fait que notre développeur, donc Aurélien Filippo, est architecte, architecte diplômé d'État et licencié en histoire de l'art avant d'avoir fait du développement. Donc, il avait une vraie sensibilité, une vraie compréhension en fait des enjeux qu'on faisait passer à travers le développement de ce jeu-là. Voilà, je ne sais pas si je suis dans les temps, oui, à peu près. C'est parfait, merci beaucoup. Alors, hop, il y avait deux autres diapositives, mais je pense que c'est… Rapidement, voilà, c'était… Oui, effectivement, je peux quand même monter les 3 autres diapositives très, très vite. Voilà, comme ça se présentait, en fait. Là, c'est pour vraiment le côté… Donc, voilà, vous avez acheté votre maison années 50, vous voulez réaménager les abords, changer les fenêtres, etc. Vous cliquez juste sur la ligne qui vous intéresse, image suivante. Hop là, donc c'était très très simple aussi de… Voilà. Et là, vous avez le choix. Vous avez choisi de changer les pavés de verre là, autour de votre porte. Donc, soit vous les relookez, mais vous les gardez, soit vous les supprimez complètement et vous venez opacifier votre rez-de-chaussée, soit vous les transformez avec un châssis aluminium qui garde les mêmes volumes. Voilà, c'est déjà ce que je vous… Donc, à chaque fois, vous aviez un choix multiple comme ça. Et puis, image suivante. Voilà. Donc là, on vous dit réinterprétation de l'existant, audacieux mais respectueux, c'est-à-dire que finalement, vous avez transformé, mais on considère qu'il n'y a pas une perte de qualité architecturale et donc on va plutôt, c'est aussi vraiment un travail avec les techniciens, les élus, etc., on va plutôt favoriser ce type de transformation du bâti. Voilà, vous voyez qu'à chaque fois, il y avait tout projet, modification fait l'objet d'une déclaration préalable, hein, c'est rappelé à chaque fois, et le numéro du service urbanisme pour toute information complémentaire. Voilà, c'était aussi dans la médiation qui passait à travers ce jeu-là. Je vous remercie. Merci beaucoup Nathalie. Alors, donc sans transition, je vais passer la parole à Didier Chanfray, donc qui est… alors, comme vous me l'avez dit vous-même, professionnel du jeu vidéo, game designer et donc intervenant dans la formation du LabEx Simu sur la filière Gamagora. Donc, je vais arrêter le partage de l'écran. Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, écoutez, oui, c'est à peu près ça. Je vais juste reprendre un petit peu. Effectivement, moi, je suis game designer de métier. Voilà, effectivement, j'ai participé à de nombreux jeux d'entertainment. Et du coup, depuis 2-3 ans maintenant, j'ai une mission pour l'Université de Lyon et au sein du LabEx Simu, qui est un regroupement. Le LabEx Simu est un regroupement de chercheurs, environ 30 labos et 600 chercheurs. Et avec une question, j'étais amené à créer un atelier IMU jeu urbain déjà pour recenser un petit peu toutes les initiatives. Et c'est comme ça que j'ai rencontré très rapidement, évidemment, la compagnie des rêves urbains, puisque eux, ils avaient fait déjà tout le travail que je devais faire. Et c'était parfait. Et du coup, ça m'a montré qu'il y avait énormément d'initiatives dans ce domaine. Donc, alors, voilà, moi, je ne suis pas urbaniste, je ne suis pas architecte, je ne suis pas chercheur, je suis game designer. Et l'essentiel étant la motivation en fait, des utilisateurs ou du joueur à s'impliquer en fait, dans le dispositif qu'on lui propose. Et donc, au LabEx Simu, nous, on a vraiment un objectif assez particulier. Bien sûr, on a multiples objectifs aussi, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est la récolte de données, en fait, pour enrichir, si vous voulez, la recherche qui est en cours sur différents domaines et pouvoir faire des dispositifs annexes à la recherche traditionnelle. Et en ça, c'est très complémentaire. Et cet atelier, qui a fonctionné à peu près 2 ans, 5 ou 6 séances, a montré beaucoup de dispositifs internationaux aussi également. Et déjà en France, c'est énorme ce qu'il pouvait y avoir en place. Et donc, voilà. Alors moi, j'ai accepté cette mission de toute façon parce que par naissance, un game designer est curieux. Et depuis longtemps, moi, je me suis intéressé à l'apprentissage
de loisirs, ce que j'appelais, hein, sur des jeux d'équitation ou sur des jeux aussi. J'ai participé à Léa Passion Déco, hein, qui ressemble un petit peu à la décoration d'intérieur, etc. Donc, tout ça m'intéresse fortement et bien sûr, je n'ai plus, si vous voulez, depuis longtemps. Enfin, c'est vrai que les jeux, on a parlé en séance plénière un petit peu que les jeux, bon, effectivement, on mettait. C'est pas très bien vu jusqu'à quelques années, mais peu importe, on a dépassé largement ce clivage. Et puis, il y a quelque chose qui nous rattrape aujourd'hui, c'est les générations. Hein. Les générations, elles sont nées avec les jeux vidéo. Et donc, elles n'ont aucun problème à utiliser ces dispositifs. Et bien entendu, ça n'empêche pas que le jeu de plateau, hein, le jeu physique, comme je l'appelle, être aussi tout à fait intéressant. Et d'ailleurs, nous, on en crée aussi énormément, puisque ça a l'avantage, bien sûr, le côté tangible, hein, le côté social où on est rapproché. Bon, même maintenant, si effectivement, avec les conditions sanitaires, ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre en avant, n'empêche que ça crée beaucoup plus de médiation, par exemple, hein, ou de compréhension autour de quelque chose de tangible. Et c'est pour ça que donc le numérique, hein, je reviens au débat sur le jeu numérique, nous, on fait aussi des choses donc, au travers du LabEx, et je vais venir aussi à Gamagora, puisque Gamagora, c'est une composante de l'ICOM de Lyon 2, qui est une filière de l'apprentissage des métiers du jeu vidéo, hein, mais tout est lié en fait, hein, puisque comme on a vu aussi dans les jeux de recherche, souvent ça commence par des ateliers étudiants en fait, hein, surtout pour la formation finalement, pour la pédagogie. On va s'adresser à des spécialistes en urbanisme, sur des masters, donc déjà des jeux où il faut être en master urbanisme, donc c'est très difficile à jouer pour moi déjà. Mais c'est comme ça qu'en impliquant les étudiants, plus en rajoutant effectivement beaucoup d'itérations sur le jeu, on arrive à créer des dispositifs qui sont tout à fait pertinents et qui servent aux chercheurs également. Donc, c'est aussi des services rendus à tout le monde, hein, c'est une espèce de cercle vertueux qui se passe. Et notamment, donc, ce que je veux vous dire, c'est que les dispositifs numériques, ils sont aussi hybrides. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, on travaille sur des dispositifs de maquettes augmentées, où là, on présente des maquettes en Lego, hein, puisque d'une représentation d'un territoire, et on va projeter des données, puisqu'aussi la richesse qu'on a dans les labos de recherche, c'est effectivement toutes les données qu'on peut avoir sur la ville, dans tous les domaines, je dirais. Et donc, on donne à voir aussi aux citoyens, aussi quelque part. Donc là, après, il peut y avoir des simulateurs pour chercher à comprendre, mais il peut y avoir aussi des outils de médiation pour faire comprendre certains aménagements de territoire, pour faire voir aussi les pollens aussi présents, la pollution sur certains axes de rue. Et voilà, enfin, c'est très vaste. Donc, ce qui me ramène à ça, par rapport à Gamagora, c'est qu'on a mis en place il y a quelques années un atelier étudiant qui s'appelle le LabXP, dans lequel, en fait, les étudiants, eux, ils sont confrontés à des cas concrets, finalement. Hein. Donc, et ça va Alors, moi, je recherche un petit peu tout ça avec tous les gens que je rencontre. Ça peut aider aussi parfois un chercheur ou une collectivité à amener à bien son projet de jeu, hein, puisque après, on va parler aussi effectivement de la balance entre les inconvénients et les avantages du numérique, bien sûr, mais on viendra peut-être à la fin de ma petite intervention. Mais pour ça, ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est aussi dans un jeu sérieux, puisqu'on ce terme, et que le terme est très parlant, de toute façon, il y a quelque chose de sérieux. Et ce que nous, un game designer, ne maîtrise pas forcément. Donc, il y a une très grande écoute au départ, justement, de la part du game designer en fonction de ça, et aussi des chercheurs qui doivent parfois synthétiser leur objectif de recherche et de trouver les moyens. Mais ce que je veux vous dire, parfois, on mesure... en récoltant des données, on mesure des tas de choses. On mesure des choses très mathématiques, certes, hein, ou des taux de pollution, etc., mais on mesure aussi parfois la parole, ou plus dans la science humaine, hein, donc plus dans le côté social, on mesure aussi le discours des gens
je fais le rapport avec Robospectif, qui est sur les véhicules autonomes de demain. Et en fait, là, les chercheurs s'intéressent au discours, en fait, sur l'acceptation. Enfin, quelque part, comment on va se servir, nous, de nos véhicules demain, en dehors de nous transporter. Voilà. Et tout ça sont des recherches, et c'est plutôt la parole qu'on va essayer d'analyser après. Donc, il y a encore des choses très difficiles à faire en informatique qui sont faisables. Et voilà, donc, étape par étape, ce lab est là pour renforcer un petit peu le développement de ces jeux, pierre par pierre, je dirais. Des fois, ça aboutit pas, des fois, ça aboutit en 2-3 ans, etc. Mais l'important, c'est que tout le monde contribue à ça et qu'on arrive aujourd'hui à avoir aussi un jeu comme Urbalog. Urbalog est un jeu qui a démarré en atelier étudiant et aujourd'hui qui a été bien valorisé, puisqu'il il part dans des formations, il est effectivement très présent dans beaucoup de formations, mais il a été, mon travail sur Urbalog, ça a été aussi de le rendre grand public, parce que là, si on n'était pas urbaniste ou moi master, on ne pouvait pas bien comprendre. Et là, donc, la thématique, c'était la problématique de l'acheminement du colis du dernier kilomètre. Voilà. Donc, c'est très pointu, mais finalement, on a fait une version qui s'appelle Icebreaker, et cette version Icebreaker, on est en train de faire en numérique. Elle a été faite, mais elle n'est pas encore tout à fait opérationnelle parce que ces ateliers étudiants, bien sûr, ont des limites, ce qui est bien normal. Et ça, c'est sûr que peut-être que le budget pour aboutir à un jeu numérique accessible à tout le monde est un peu élevé parfois. Ça dépend des dispositifs. On voit quand le développement, comme le jeu précédent qu'on a vu, est relativement simple. Ce n'est pas non plus exorbitant. Voilà, tout dépend vraiment de la technicité aussi de ce qu'on met dedans. Et notamment, nous, c'est vrai qu'on a un gros travail de collecte de ces données et qui sont importantes pour la recherche et qui sont un petit peu au cœur, c'est sûr, au LabEximus, c'est ça on privilégie vraiment cet axe-là. En tout cas, les jeux pour la recherche, pour nous, c'est très important là-dedans. Mais aujourd'hui, moi, je suis sur un projet qui va donner à voir justement tout ce qui est en place aujourd'hui comme j'ai oublié de dire que ça concernait le bassin lyonnais. C'est vrai qu'on a une richesse, c'est à peu près 160 km² de relevés géographiques fait par les chercheurs et sur lesquels on récolte toutes sortes de données où on est capable de donner à voir au public et à élargir, bien sûr, aux citoyens, aux praticiens de la ville. Le praticien, c'est celui qui habite aussi, quelque part, pour moi. Et voilà. Donc, je reviens juste simplement, c'est une espèce de roue vertueuse, en fait, qui va alimenter tout ça pour essayer de sortir ces jeux-là. Donc, Urbalog, aujourd'hui, voilà, il n'est pas encore... alors, pourquoi il a été fait en numérique aussi, Urbalog, c'est parce que il va être, en finalité, ça va être une application et qui va être gratuite, certainement, mais justement pour pouvoir avoir le plus de données possible et des retours sur ce jeu. Donc, après, ce n'est pas nous qui mettons, ce n'est pas un game designer qui va s'occuper de ce qu'on va avoir comme données de retour, bien sûr, puisque moi, je ne suis pas chercheur, mais par cette écoute qu'on a avec les différents intervenants sur ces projets, on arrive à synthétiser et à avancer comme ça nos projets. Et voilà, donc après le Lab XP, c'est vrai que qui est intégré à Gamagora, donc cette filière, concluant, je vais en parler rapidement, mais c'est une rare filière publique déjà sur ces métiers-là. Et il y a notamment le fer de lance de Gamagora, c'est quand même le Master 2 d'informatique et qui est très prisé dans le monde du jeu vidéo. Et d'ailleurs, cette formation est née en 2007 sous la volonté un peu des industriels du jeu vidéo, un peu de la région, où on avait du mal à former ces gens, on avait du mal à trouver ces emplois qualifiés, puisque tout va très vite, évidemment, dans cette activité. Voilà. Mais en même temps, donc c'est quand même ce que je veux dire, important d'avoir ça. Et aujourd'hui, bien entendu, on voit tout ce qui se passe, mais aussi générationnellement, l'utilisation d'outils numériques dans beaucoup de domaines, et par là même
de jeu, mais je ne reviens pas sur le jeu. Pour moi, le jeu, c'est quelque chose qui fonctionne pour faire tout ce qu'on a dit, hein, de la formation, de la médiation, hein, de l'observation, même sur la simulation. Et, ce matin, on a eu aussi une présentation à 9 heures sur un jeu qui nous présentait avec la construction des villes. Hein, on peut faire les rapports, ça date de très longtemps. Et on a eu un rappel aussi sur les jeux sérieux. Bien sûr, ça a commencé par les militaires, par les wargames, hein, souvent, depuis longtemps. Mais ce que je veux dire, je ne reviendrai pas là-dessus sur le fait que le jeu, effectivement, lui, il arrive à tirer à porter ses objectifs. Et comme ça a été dit aussi, il faut avoir un objectif clair au départ à qui on va s'adresser et qu'est-ce qu'on veut amener par là, aussi sur le jeu, qu'est-ce qu'on veut vraiment. C'est surtout le public visé aussi. Quel est l'objectif du jeu à terme pour les chercheurs, en tout cas pour le LabEximu dans les différents labos. C'est ça qu'il faut bien définir. Mais je dirais même que pour un jeu d'entertainment, c'est exactement les mêmes critères et la motivation aussi de l'utilisateur. Voilà, donc sur Gamagora, pour revenir, nous, c'est important que les étudiants soient confrontés justement on ouvre en fait leur capacité de ce qu'ils apprennent à un autre champ que le jeu vidéo pur et dur, entre guillemets, d'entertainment, hein, puisque aujourd'hui, énormément de sociétés, on l'a vu hein, dans la formation, mais aussi dans le management, utilisent ces dispositifs. Donc, à moi de trouver ces projets chaque année, et cette année, on a eu 4 beaux projets et très diversifiés aussi, notamment Screen City, où c'est une co-construction d'une ville un peu idéale. Hein, et là, ça vient de Michel Philippon, qui est un architecte plasticien. Alors, c'est plutôt... voilà, c'est pas peut-être très scientifique ou quoi que ce soit, mais on mesure la capacité des gens à co-construire ensemble des lieux. Et voilà, et déjà d'atteindre ce niveau-là, c'est déjà bien. Et voilà, il y a eu Robospectif, effectivement, par les étudiants de Chambéry qui ont fait le développement, mais comme je vous ai dit, effectivement, quand il faut les mettre sur les stores, hein, ce qu'on appelle après, pour que ça soit diffusable, etc., bien les rendre opérationnels, eh ben, il faut quand même un peu mettre l'argent. De toute façon, là, c'est incontournable. On a eu aussi un projet industriel, Epitongo, qui est une boîte c'est une boîte de Grenoble, pardon, une société de Grenoble, qui travaille sur l'interface et notamment sur des tablettes magnétiques où on utilise nos vrais stylos pour numériser notre travail. Et donc là, ça montre aussi que le LabXP traite aussi de l'interface, hein, c'est-à-dire des interfaces. On a parlé de la réalité augmentée aussi un petit peu, et donc la réalité augmentée ou la réalité mixte, on pourrait aussi utiliser, donne à conceptualiser aussi des nouvelles interfaces pour demain, etc. Donc voilà, c'est pour nous. Voilà. Didier, je suis désolée, je vais être obligée de vous couper pour laisser la parole à Cyrielle. Je pense qu'il va y avoir plein de questions à la fin, à moins que vous avez encore un autre exemple à nous présenter. Non, pas du tout. J'en ai parlé, la maquette, la maquette augmentée, voilà, c'est vraiment aussi quelque chose. On travaille sur la végétalisation de la Part-Dieu aujourd'hui à travers une maquette où on donne à voir aux gens, où on projette des données. Quand on met un arbre, ça coûte à 3000 balles. Merde, et dans 10 ans, il sera comment? Et il faut ramasser tant de tonnes de feuilles. Et voilà. Et donc, tout ça, et voilà. Tout ça sert le jeu, en tout cas, au sens large. Merci beaucoup. Excusez-moi de faire le mauvais rôle du temps, du maître du temps. Cyrielle, je vous passe la parole. Je vais partager mon écran dès à présent, ou est-ce que vous voulez commencer avant le partage d'écran? Non, vous pouvez le partager. Allons-y. Ouais. Et oui, du coup, je vous indiquerai pour faire passer les slides. Donc, vous êtes chargé de mission au CAUE allié. Je commence tout de suite par la première slide. Ouais. Allons-y. Le numérique. La technique. Exactement. Ah, voilà, c'est bon.
Oui, bah, du coup, vous pouvez même passer à la suivante. En fait, je voulais revenir très, très rapidement sur les missions d'un CAUE. Bon, je pense que ici présent, il y a peut-être beaucoup de personnes qui connaissent déjà la mission, mais j'y reviens en 30 secondes. Euh, le CAUE de l'Allier, Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de l'Allier, poursuit 4 objectifs, donc 4 missions qui sont données par la loi sur l'architecture de 77, donc celle de conseiller, de former, d'informer et de sensibiliser. Et c'est notamment sur cette dernière mission que je vais revenir plus précisément. Et voilà, ça me semblait important de redonner un peu le cadre et notamment les publics vers lesquels on peut intervenir, donc que ce soit voilà, les collectivités, les particuliers, les professionnels, etc. Mais donc, sur cette mission de sensibilisation, si vous voulez bien, du coup, Fanny, passer à la slide suivante. En fait, le cadre dans lequel l'outil, donc Pépite, que je vais vous présenter aujourd'hui, le cadre dans lequel il s'inscrit, c'est important de revenir sur tout le contexte. En gros, le CAUE de l'Allier a mis en place historiquement plusieurs outils à destination d'un public scolaire. Donc, que ce soit des mallettes pédagogiques, que ce soit des dossiers thématiques, on en a une dizaine, que ce soit un site internet dédié. Et en fait, partant de ce constat qu'on avait toute cette matière-là, on s'est rendu compte qu'en fait, les enseignants n'arrivaient pas à s'approprier ces outils-là. Et aussi, de notre côté, on n'arrivait pas non plus à avoir suffisamment de moyens humains pour animer ces outils. Donc, le constat, il a été de dire, voilà, on a une ressource de qualité qui est là, qui est présente, mais qu'on n'arrive pas à faire connaître et à faire utiliser par le public cible. Donc, l'idée, ça a été comment on remet en dynamique toute cette ressource, mais cette fois-ci, non pas auprès d'un public scolaire, mais plutôt auprès d'un public sur du hors temps scolaire. Donc, les familles. Du coup, je veux bien que vous passiez à la slide suivante. Oh, ça a tout bougé. Bon, c'est pas grave. Tout a bougé. Eh ben, vous allez m'écouter comme ça. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'est né le projet Pépite. C'est un projet qu'on a lancé en 2018 et qui a pour but de sensibiliser donc, les familles et plus particulièrement le jeune public au patrimoine. Les patrimoines au sens large, donc du bâti, du matériel, du paysager, du patrimoine oral, etc. Et puis aussi de sensibiliser au cadre de vie par ce biais-là. Le second aspect, c'était aussi de transmettre et d'infuser une certaine culture et connaissance des territoires. Et pour atteindre ces deux objectifs-là, on est passé par... on a décidé de miser sur deux approches. Donc, une approche plutôt pédagogique, c'est-à-dire celle de faire observer et faire pratiquer réellement le patrimoine, et puis celle de privilégier une découverte active et un apprentissage autonome, c'est-à-dire sans avoir de médiation ou d'animation directe, puisque c'est ce qui pêchait quand on travaillait sur du temps scolaire. La seconde approche sur laquelle on a misé, donc après l'approche pédagogique, c'est l'approche du coup ludique. Et c'est ce qui fait qu'on a créé un jeu derrière, mais je vais y revenir dans un second temps. Donc cette approche ludique, elle passe par la création de balades à énigmes, des balades donc pédestres qui font à peu près de 1 à 9 km. On a aussi créé tout un univers de jeu et des personnages qui peuplent cet univers de jeu. Et puis la dernière notion de cette approche ludique, c'est le fait d'utiliser un support de jeu qui soit adapté à son public cible, donc utiliser une application mobile, donc un jeu numérique, ou tout du moins sur un support numérique. Et c'est en ça que le jeu Pépite arrive à allier les deux, le réel et le numérique, dans la mesure où le support est certes numérique, mais la balade, elle, se fait réellement en contexte et in situ. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est que Pépite? Ce sont 32 balades à énigmes réparties à l'échelle du département de l'Allier, qui sont basées sur le principe du géocaching. Donc, ces fameuses chasses au trésor qui utilisent des coordonnées GPS pour débusquer le trésor.
et qui se joue grâce à une application mobile qui est gratuite. Vous en avez une illustration du coup en bas à gauche. Donc, si on passe à la slide suivante, vous allez voir aussi les petits personnages dont je vous parlais tout à l'heure qui peuplent l'univers de Pépite, qui sont thématiques et qui renvoient, chacun des personnages renvoie à un dossier pédagogique qu'on a, nous, en stock, et qui permet du coup d'être remobilisé à chaque fois qu'on évoque des techniques de construction. Bon, c'est pas grave, on va revenir après. À chaque fois qu'on excusez-moi, ça va pas. C'est pas grave. Donc, on remobilise ces dossiers pédagogiques à chaque fois qu'on fait appel à telle ou telle thématique et donc à tel ou tel personnage qui l'incarne. Et ces petits personnages vont guider les familles pendant leur balade. Parce que, donc, si on passe du coup à la slide suivante, en gros, une fois que les balades ont choisi la mission qu'elles vont vouloir effectuer, dans la mesure où elles sont scénarisées, les familles vont d'abord suivre une histoire, donc qui leur est racontée par plusieurs personnages qui vont donc les guider. Elles vont se déplacer d'étape en étape en utilisant du coup les coordonnées GPS. Et à chacune de ces étapes, vont avoir à résoudre une énigme qui est basée sur l'observation du patrimoine, donc dans un contexte réel. Voilà. Et à la fin, donc si on change de slide, si toutes les réponses aux énigmes sont correctes, on va pouvoir accéder. Donc, vous voyez en haut à gauche, ça c'est la coordonnée GPS en gros du trésor. Les personnes ont bien résolu toutes les énigmes et peuvent accéder à un véritable trésor, puisqu'on est bien dans un jeu pédagogique. Donc, c'est-à-dire que toutes les notions pédagogiques ont été distillées au fil de l'histoire. Et à la fin, on a l'aspect ludique qui reprend le dessus par l'obtention d'un badge qui est donc dans ce fameux trésor. Alors, là, je vous ai mis plusieurs photos pour que vous voyez un peu ce que ça donne au réel. Donc, chacun des badges est différent. Du coup, ça engendre aussi un système de collection derrière. Donc, il y a 32 badges différents. Je vous fais voir au réel, en gros, à quoi ressemble le trésor. C'est vraiment une gourde qu'on va venir cacher et qui contient des petits badges, tout simplement. Et ce que vous pouvez voir aussi à travers des photos, donc ça, c'est des photos de joueurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une équipe réussit une balade, elle rentre un code sur l'application, ce qui permet de générer un mail et une validation de mission. Et dans ce mail, donc, il y a un commentaire, des photos. Les photos ne sont pas obligatoires, le commentaire, si, parce qu'il permet de valider. Mais voilà, donc là, je vous ai mis un petit échantillon sur les deux slides à venir pour vous faire voir un peu le profil type des joueurs. Donc, on est bien sur un public familial. On joue à n'importe quelle saison, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, en famille, avec les grands-parents ou les plus jeunes. Et on peut même, donc si on passe à la slide d'après, on peut même voir qu'on peut jouer entre collègues. On peut jouer, si on est amateur de photos, de patrimoine, de paysages, et aussi en bas à gauche, ça c'est alors je ne sais plus de mémoire là, soit c'est un centre social, soit c'est une école, mais en gros, par le biais de Pépite, le public qu'on n'arrivait pas à cibler via nos différents outils à l'origine, on arrive maintenant à revenir vers ce type de public-là, même si ce n'est pas notre cœur de cible. Par le biais de Pépite, on arrive à revenir vers du public scolaire ou tout du moins dans un temps déterminé, que ce soit en centre de loisirs ou centre social par exemple. Voilà, donc Pépite, c'est pas plus compliqué que ça. Si on passe du coup à la slide d'après, je vais pouvoir un peu revenir sur l'ensemble des partenariats qui ont permis l'émergence de ce projet. Tout à l'heure, on évoquait les coûts. Mes collègues, sur leur présentation, ont pu évoquer les coûts de création d'un outil de ce type. Alors, nous, on est plutôt sur un coût qui va de 250 000 à 300 000 euros. C'est énorme parce qu'il a fallu créer tout d'abord tout l'univers de jeu, tout l'ensemble des 20 premières balades, créer l'application, créer le site internet, voilà, et aussi tout l'ensemble de la communication, y compris dans ce package de base, on va dire, et dans cet énorme montant de départ. Et ce qui nous a permis aussi de mettre en place ce projet-là, déjà, c'est le fait d'avoir des soutiens financiers forts, comme donc, notamment
le fait de mobiliser des fonds européens, donc les fonds leaders. Un grand partenariat aussi a été mis en place avec le Crédit Agricole Centre France sur tout l'aspect communication. Et après, pour faire aussi émerger l'ensemble des balades, on mise énormément sur la co-construction avec les partenaires. Donc, que ce soit les collectivités qui sont impliquées dès le début dans la création des parcours, que ce soit des associations de randonnée ou de défense du patrimoine, les offices de tourisme également. Alors, nous, en tant que CAUE, c'est vrai que ce n'est pas des partenaires naturels, mais il s'avère que ce sont quand même des entités qui connaissent très bien leur territoire et qui savent aussi dénicher les fameuses petites pépites qu'on va chercher à mettre en avant à travers le jeu. Donc voilà. Alors après, aujourd'hui, maintenant, la pérennité du jeu n'est plus assurée par des fonds leaders, puisque ces fonds peuvent être mobilisables au début pour l'innovation et la création d'un projet, mais pas dans la récurrence. Donc maintenant, on fonctionne avec les collectivités qui, du coup, vont venir financer leur parcours à partir du moment où elles répondent à un cahier des charges qu'on a établi en amont et qui permet de créer une balade qui soit qualitative et que de toute façon, on suit et qu'on met en place de bout en bout. Et on travaille aussi avec un prestataire pour mettre en place ces balades. Voilà. Si on passe à la slide d'après, je vais revenir un peu sur quelques chiffres, très très rapidement, parce que je ne veux pas vous assommer, mais en gros, donc le lancement et la création du jeu, c'est ce que je vous disais, on est autour de 250 000 à 300 000 euros. Et là, en coût annuel, si on prend le prestataire, la personne en charge du projet au sein du CAUE, le coût pour un lancement d'à peu près 5 parcours par an, plus la communication, on est à peu près à entre 75 000 et 80 000 euros. Et puis, donc, le fait que ce soit un jeu numérique, ça a l'avantage aussi de permettre le fait d'obtenir des statistiques qui sont quand même assez fiables. Donc, d'un côté, on fait des enquêtes de satisfaction une fois par an, mais de l'autre côté, on a aussi en temps réel, on sait quelle équipe a joué à quel endroit, à quel moment. Enfin, voilà, c'est quand même assez puissant. Donc, on sait grâce soit aux statistiques du back-office, soit aux enquêtes de satisfaction que voilà, à 73%, la majorité des joueurs sont des Bourbonnais, donc des habitants de l'Allier, donc des habitants des locaux. On sait aussi qu'une équipe, en moyenne, c'est 4 joueurs. Ce sont plutôt des familles et que voilà, la composition, c'est typiquement 2 adultes, 2 enfants. Et on sait aussi qu'on a plus de 13 000 équipes inscrites. Donc, si on fait, on va dire, un ratio, au réel, on a plus de 25 000 joueurs qui jouent à Pépite depuis 2018. On est aussi en capacité de leur demander, en gros, ce qu'ils pensent du jeu. Est-ce qu'ils trouvent que le jeu est adapté aux familles donc là, non. Alors, vous voyez peut-être pas tout là au niveau du PowerPoint, mais en gros, à 98 ou 96%, trouvent les balades adaptées dans un cadre familial et trouvent que les données transmises sont intéressantes. Et puis, il y a aussi le fait que les gens ont envie de rejouer. Puisque quand on a fait une balade, avec l'aspect collection, on a envie de se déplacer et de continuer aussi de découvrir le territoire. Voilà. Et puis, du coup, on va pouvoir aller sur la dernière slide. L'idée, là, c'était de vous montrer un peu dans quelle mesure, en fait, l'outil Pépite au sein du CAUE est devenu un outil qui est à la base pédagogique, mais on s'est rendu compte qu'il était plutôt systémique, c'est-à-dire qu'il émergeait sur plusieurs domaines. Alors, certains qu'on nous a reprochés, on pourra en discuter un peu après, parce que c'est vrai, il émarge sur le domaine touristique, c'est un fait, mais nous, ce n'est pas notre objectif principal de toute façon. C'est un outil qui est aussi qui permet la valorisation du patrimoine, qui émarge sur le domaine économique, le domaine sportif, le domaine éducatif. C'est un outil qui peut être utilisé pour animer aussi des territoires. Enfin voilà, il y a tout un ensemble d'apports qui sont possibles via cet outil. Et pour en revenir, pour aller être peut-être plus précise aussi maintenant quant au fait aux apports et aux inconvénients, on va dire, du jeu numérique et le fait de passer par le numérique, ce que je pourrais dire en tout cas, c'est que l'avantage de passer par un jeu numérique, c'est de pouvoir aussi créer du jeu dans le jeu. Donc,
C'est-à-dire que quand on crée des balades, si à un moment donné, on décide pour un événement, donc notamment par exemple les journées du patrimoine, on décide d'ajouter une énigme ou un point d'étape, ça c'est possible. On n'a pas à rééditer de documents ou pas à réimprimer ou quoi que ce soit. Pour nous, c'est une modification en gros dans le back-office. On rajoute une coordonnée GPS, une information, et c'est jouable tout de suite, en gros. Donc ça, c'est quand même un avantage. Et puis, c'est aussi créer du jeu dans le jeu pour un événement, certes, mais aussi, on est en train de réfléchir là à mettre en place peut-être des balades qui soient adaptées à un public empêché, notamment à déficience mentale, mais qui sont quand même des personnes qui ont une certaine autonomie. Donc, y a des niveaux aussi dans le handicap. Donc, on est en train de réfléchir à ça, à voir dans quelle mesure, via l'outil, on pourrait propulser des images pour que les gens sachent qu'à tel endroit, il faut tourner à gauche, qu'ils doivent observer tel élément du bâtiment, par exemple, et du coup, avoir l'énigme associée derrière. Donc, voilà, ça, c'est un exemple. Un autre avantage, c'est qu'on touche quand même un public qui est quand même assez large, qui peut jouer toute l'année, quand il le souhaite, et en nombre à peu près illimité, tout en sachant que voilà, l'intérêt, c'est bien que chacun arrive à, à trouver son rôle aussi dans la balade, soit par la lecture, soit par la résolution des énigmes. Mais il n'y a pas de limite en termes de nombre de personnes participant, en tout cas, à la balade. Et puis, c'est un outil qui est l'intérêt du numérique, c'est que c'est assez flexible et modulable. C'est-à-dire qu'on a une certaine réactivité quand un problème est signalé, par exemple. Si sur une balade, on n'a plus de trésor, voilà, ça arrive, eh bien, on peut mettre tout de suite la balade en maintenance, on la ferme et elle n'est plus accessible. Le temps de résoudre le problème. Et voilà. Donc ça c'est plutôt bien. Par contre, il y a quand même certains inconvénients, c'est pas non plus tout rose. Les inconvénients, c'est que du coup, cette flexibilité et le fait que ce soit numérique, ça engendre forcément un coût, puisque à l'année, forcément, on a un coût d'hébergement de l'application, un coût de maintenance pour faire aussi évoluer l'application. Parce que c'est ça aussi le danger, c'est qu'il faut aussi savoir renouveler le jeu pour garder aussi l'intérêt du public, vu qu'on s'adresse notamment aussi à un public familial. Donc ça, toute évolution va avoir un coût, toute maintenance ou hébergement, forcément également aussi. Et puis, en autre peut-être limite ou inconvénient, je dirais que trouver le bon dosage entre le ludique et le pédagogique, c'est peut-être ce qui est le plus dur, je trouve, dans ce genre de jeu, que le ludique ne prenne pas le pas sur le pédagogique et que nous, on reste bien dans notre objectif de sensibilisation. Ça, c'est ce qui est le plus dur tous les ans à chaque fois qu'on recrée des balades, parce que c'est ce qui peut concrètement faire passer le jeu du côté uniquement ludique, quoi. Alors que nous, vraiment, l'intérêt n'est pas du tout là. Il faut qu'on ait ces notions pédagogiques à chaque fois qui reviennent tout au long des balades et que ce soit bien ça qui soit mis en avant et que le public comprenne bien ça aussi. Je vous donne un exemple tout bête. Il y a une balade au cours de laquelle on fait passer des personnes dans un lotissement et on parle aussi de la structure des lotissements. Donc les systèmes de raquettes, les cheminements d'eau, enfin voilà. On a des retours de joueurs qui nous disent « Ah, mais c'est génial, on n'avait pas du tout, enfin, on comprenait pas, on n'avait jamais vu ça sous cet angle-là. » Mais on a aussi en parallèle des retours de joueurs en disant « Bon, voilà, le passage dans le lotissement, c'est quoi l'intérêt ?» Là, on se dit qu'il y a peut-être un petit loupé et qu'il faudrait qu'on aille peut-être un peu plus loin ou qu'on vulgarise ou qu'on trouve une solution pour peut-être mieux faire comprendre pourquoi on les fait passer ici et pourquoi on attire aussi l'œil sur cette forme urbaine, en fait, tout simplement. Bon, voilà. Mais ça, c'est des choses qu'on peut réadapter au fur et à mesure et c'est tout l'intérêt aussi d'avoir un outil numérique pour ça. J'ai fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois. Alors, je vois il y a déjà des questions. Peut-être qu'on va les prendre.
au fur et à mesure. En tout cas, n'hésitez pas. Donc, il y a en effet des questions de prix. Les notions de prix étaient-elles en jeu? Alors, je ne sais pas si on parle de budget ou on parle forcément de budget puisque toutes les applications que vous avez présentées sont gratuites. On a également une question, Nathalie, pour vous sur est-ce que le jeu était encore visible sur le site? Est-ce que le jeu est encore visible sur le site de la commune ou sur la possibilité d'avoir des coordonnées de Aurel Filippo dont vous avez parlé. Donc, je vais peut-être vous laisser répondre à ces questions-là et puis après, je les prends au fur et à mesure. Alors, le jeu n'est plus visible aujourd'hui pour Lorient. J'espère qu'il le sera bientôt pour Vannes, puisqu'on va basculer sur Vannes. Par contre, je pourrais vous faire passer éventuellement, Fanny, les coordonnées d'Aurel Filippo, plus un lien, en fait, parce qu'il y a un petit lien qui permet de communiquer un petit peu sur l'expo et les jeux qu'il avait mis en place pour l'expo. Mais aujourd'hui, il est plus visible voilà. Mais je vous basculerai le lien d'Aurel Filippo et puis. Voilà. Alors, je vois que quelqu'un a déjà mis son mail dans la liste de discussion. Je pense qu'il va être vite sollicité. Je l'ai eu ce matin, il est prêt. Il est au courant des appels. Il a les coordonnées de tout le monde et il va checker que tout le monde l'appelle. Une question aussi sur les coûts de maintenance et d'utilisation à l'année. Est-ce qu'elles sont prises en compte dans les subventions leaders? Donc, Cyrielle, ça c'est une question pour vous. Moi, j'avais compris que les coûts de maintenance et d'utilisation sur la première année, en effet, pouvaient être pris en charge par une partie des subventions du Fonds européen, mais pas les années suivantes, finalement. Pour le démarrage, oui, mais pas le reste. C'est ça, c'est exactement ça. Du coup, maintenant, en fait, on inclut une partie de ces coûts dans des conventions. En fait, du coup, je vais répondre à deux questions en même temps. Oui. Une qui porte sur le fonctionnement de l'alimentation des caches et par rapport à ce financement-là. Maintenant, on lit trois types de conventions. Une convention parcours qui est payée une seule fois et qui permet la création des parcours. Donc ça, en lien avec les collectivités. Une création matérielle et une convention matérielle. Et c'est dans cette convention-là qu'on va inclure les frais liés à l'hébergement et à la maintenance. En gros, ils vont avoir une partie de la convention matérielle qui va être destinée à du matériel de jeu, donc ce que je vous faisais voir tout à l'heure, notamment des badges. Ça, c'est pour du réassort. Et une partie immatérielle dans cette convention qui, elle, va concerner du coup tout l'hébergement, la maintenance. Donc, en fait, on répartit ce coût-là sur l'ensemble des conventions qui vont être liées à l'année. Et du coup, on a une dernière convention qui, elle, n'est pas financière, qui est une convention maintenance. En gros, sur chacun des territoires, puisque maintenant on a 32 balades et bientôt 5 supplémentaires. Donc 32 balades à gérer, c'est pas possible. Moi, je peux pas faire ça, ou alors je fais que ça, mais c'est pas très intéressant. Et on a des référents sur place. Et donc, le rechargement, la maintenance, le fait de vérifier si la boîte est bien en place, tout ça, c'est assuré par ces référents-là dont les coordonnées sont inscrites dans cette convention maintenance. Ces référents sont des personnes qui travaillent souvent pour la collectivité, donc soit des secrétaires de mairie, ça peut être des élus, ça peut être des personnels de services techniques. Ça, c'est les cas majoritaires qu'on a. Et ça nous permet d'avoir aussi des personnes sur place qui nous évitent, du coup, nous, de faire les déplacements et qui peuvent aussi nous dire, inversement, on fait des travaux à tel endroit, il faut fermer la balade pendant un certain temps parce qu'il va y avoir un gros trou dans la chaussée, ça peut être dangereux. On ferme le parcours et on sait qu'à telle date, on peut le réouvrir. Voilà. Ils peuvent aussi nous prévenir, c'est utile qu'ils puissent nous prévenir aussi pour ce genre de petits détails de ce type. Cyrielle, vous avez une personne qui est intéressée par la balade qui passe par le lotissement. Donc, je pense qu'il va falloir signifier très clairement où se trouve cette balade. Alors, la question, c'est comment s'appelle la balade qui passe par un lotissement? Alors, la balade qui passe par le lotissement, bon, il y en a plusieurs, mais celle qui fait le focus, c'est notamment celle à Bessay-sur-Allier. Mais je pourrais voilà, il faut vous créer un compte, mais c'est juste en dessous de Moulins. Donc, ça s'appelle, le nom de la balade, c'est Vive la biodiversité. Voilà.
C'est une balade qui fait en plus, donc qui date de l'an dernier et qui fait le focus sur comment apporter par différentes techniques, en gros, la biodiversité en ville. On touche du doigt la notion de plan de gestion différencié, en fait. Donc, moi, c'est une de mes préférées. Mais voilà, en tout cas, c'est celle-ci. Vive la biodiversité à Bessay-sur-Allier. Nathalie, la personne qui posait la question sur la notion de prix a en effet précisé, je n'avais pas bien saisi la question, sur les modifications de bâtiments, les propositions de modification de bâtiments qui étaient faites sur le jeu. Est-ce que la notion de prix entrait en ligne de compte dans le choix qui était proposé? Pas du tout. Et c'est une vraie limite, en fait, parce qu'effectivement, entre la banalisation et la réinterprétation, il y a une petite nuance de prix, des fois, dans les travaux. Et on n'avait pas travaillé sur cette... En fait, il n'entrait pas dans le jeu. Donc là, c'est pas qu'on l'avait pas travaillé, mais c'est qu'on l'a pas mis dans le jeu. On est resté sur une démarche juste esthétique, on va dire. Mais ce serait un élément extrêmement intéressant en fait mais qui donne on est sur quelque chose d'extrêmement simple, vraiment très très simple. Et là, avec cet élément-là, comme avec d'autres éléments qu'on aurait pu faire intervenir, on faisait entrer vraiment beaucoup plus de complexité dans le jeu. Là, la manipulation, etc., était vraiment accessible à tout le monde, y compris à nos publics qui ne manipulent pas forcément, qui ne jouent pas forcément aux jeux vidéo. Et du coup, ça me permet une autre question, Nathalie, c'est le caractère duplicable de ce jeu, puisque c'était un jeu pour Lorient. Désormais, vous êtes à Vannes, et donc je sais qu'on a échangé sur ce sujet, mais à la fois sur les ressorts d'animation et sur le montage de projet. Voilà, s'il fallait refaire le jeu, enfin, si vous aviez l'occasion de refaire le jeu maintenant sur ce nouveau territoire, est-ce qu'il y a un caractère duplicable à ce que vous avez déjà mis en place? On en reparlait ce matin, d'ailleurs, on en a discuté un petit peu ce matin avec Aurèle Philippot. En fait, il y a une base de jeu qui est complètement duplicable. C'est-à-dire que globalement, le fait de mener des travaux sur sa façade, c'est quelque chose qu'on peut trouver un peu partout en France. Et les typologies de bâtiments, globalement, même si d'une ville à l'autre il y a des différences, on a quand même des typologies de bâtiments. La maison de Bourg, la maison années 30 et de la maison années 50-60, on peut la retrouver partout. Alors, il y a la base du jeu qui est complètement duplicable. Après, on pourrait imaginer un jeu qui répond à une grande partie du territoire, en fait, qui ne serait pas précisément adapté à un territoire, mais qui pourrait répondre à une grande partie du territoire. On pourrait imaginer des jeux à l'échelle régionale, etc. Là, on l'a travaillé vraiment, on l'a travaillé très finement pour le territoire. C'est-à-dire qu'on a vraiment adapté ce que je vous disais à la philosophie aussi, au rapport à l'urbanisme, au rapport à la réglementation qu'on avait dans le territoire. De la même façon, donc aujourd'hui, en le dupliquant à Vannes, même en gardant la même trame de travail, je pense qu'on aurait une approche un petit peu différente, en tout cas sur les réponses, sur les possibilités aussi de réinterprétation de l'architecture, etc. Donc, il y a à la fois quelque chose de très simple à dupliquer parce que la base du jeu, elle est extrêmement simple et on pourrait l'imaginer à beaucoup plus grande échelle. Et puis, à la fois un intérêt à le travailler de manière extrêmement fine, en fait, à l'échelle d'un territoire pour répondre au plus près, en fait, aux enjeux du territoire. Je ne sais pas si je suis claire, mais voilà, il y a les deux. Et donc, du coup, on a une dernière question, Nathalie, qui est toujours sur ce jeu. Savoir si le jeu sur l'Orient pourrait se référer au règlement du PLU et pas seulement à une OAP. Alors en fait, oui, tout à fait. Et là, ceci dit, là, on l'a basé sur l'OAP. C'était un jeu, en fait, on l'a développé. J'avais vu passer une question aussi qui demandait pourquoi ça n'a pas perduré, pourquoi ça s'est arrêté, etc. Là, c'était un jeu qui était vraiment lié à un événement, en fait, qui était le lancement, l'intégration de l'OAP au PLU et l'exposition et tout le travail de médiation pour communiquer sur le fait qu'il y avait une nouvelle annexe au PLU. Donc voilà, c'est pour ça que ça n'a pas duré très longtemps, que c'est resté un peu événementiel comme démarche. Et
Et c'est pour ça que c'était vraiment axé sur l'OAP. Mais on pourrait tout à fait imaginer ce type de jeu plus généralement sur le PLU avec des questions de gabarit, etc., des bâtiments, voilà. On pourrait aussi l'imaginer sur d'autres aspects architecturaux ou patrimoniaux que l'OAP. Là, on était centré sur le patrimoine et l'architecture, mais on pourrait tout à fait le travailler aussi sur des aspects paysagers, etc. Oui, tout à fait. Cyrielle, il y a encore plusieurs questions sur Pépite, notamment la question du lien entre Pépite et géocoaching. Et puis, alors je pense qu'il y a 2 questions sur ce sujet-là, me semble-t-il. Ouais. Et il y a une question aussi, il y a une question sur le fait que les habitants du lotissement ne se sentent pas stigmatisés. Alors, peut-être plus largement, quelle est la réception finalement quand on traverse des zones d'habitation, quelles qu'elles soient? Est-ce qu'il y a ou même des zones liées à des entreprises en fonction de la nature des parcours qui sont présentés? Est-ce qu'il y a, quelle est la réaction finalement des gens du territoire par rapport à cet afflux de familles qui cherchent désespérément des trésors dans tous les coins de murs et dans tous les endroits possibles? Est-ce que vous avez des plaintes? Alors, il y a beaucoup de questions d'un coup. Je vais essayer de... alors, quand on crée des balades, on ne stigmatise pas les personnes, au contraire, ou tout du moins les bâtiments ou les paysages sur lesquels on va pas apporter de jugement. Le cas que j'ai cité, c'est notamment parce qu'on considère que c'est... Alors oui, il y a un jugement en tant que tel, mais parce qu'on considère que ce lotissement a été plutôt conçu intelligemment, parce qu'on a du cheminement doux, même si on a de la raquette. Enfin, voilà. Si on le met en avant, c'est qu'il y a un intérêt et que c'est un intérêt plutôt qualitatif. Donc, je ne pense pas que les habitants se sentent stigmatisés. En tout cas, on n'a jamais eu ce retour sur ce parcours-là. Après, il arrive aussi parfois qu'on emmène des joueurs à des endroits, notamment sur des entreprises pour faire comprendre le système des sheds. Nous, notre prestataire, qui est plutôt un opérateur touristique, au début nous a dit mais qu'est-ce qu'on fait là? Et nous, on leur a dit, si, c'est hyper intéressant et on va vous dire pourquoi, on va vous expliquer pourquoi. Et on sait maintenant, on a le retour aussi des joueurs qui nous disent, ah oui, je ne comprenais pas pourquoi les façades vitrées étaient plutôt à cet endroit-là dans les usines, mais en fait, ça s'explique, c'est logique. Donc oui, on a pris un bâtiment qui était peut-être pas super attrayant dans un premier temps, mais qui a une valeur et qui est un très bon support du coup pour faire comprendre la notion qu'on veut faire passer. Donc après, par rapport aux riverains, alors c'est ce que je disais il n'y a pas si longtemps que ça sur un autre atelier. Oui, on commence à avoir des retours. Alors globalement, les retours des habitants sont plutôt positifs. Par contre, le fait qu'on ait une balade qui se fasse en réel, il arrive qu'il y ait des comportements individuels qui ne soient pas adaptés à la pratique du jeu. Et qu'on ait des riverains qui nous disent voilà, c'est pas possible, moi vous faites voir mon enduit à pierre vue, c'est génial, je sais que c'est une réalisation qualitative, mais en fait les gens se croient tout permis et finissent dans ma cour, même si on a signalé en amont qu'il fallait pas rentrer dans les cours. Enfin bref, là on a rendu à un point où on doit aussi gérer ce genre de comportement-là dans la mesure où on crée du flux. Il faut qu'on arrive aussi à trouver des systèmes pour gérer aussi un peu les comportements individuels. Donc, je ne vous cache pas que c'est super compliqué parce que dans quelle mesure on est responsable et jusqu'où on est responsable et comment faire. Du coup, là, on est en train d'essayer de trouver des solutions. Donc, soit on modifie les tracés quand c'est possible, soit on décale les points pour faire observer, soit concrètement, on supprime certains points d'intérêt parce que l'idée, c'est pas que les riverains soient embêtés tous les 4 matins par rapport à des joueurs qui jouent pas dans les meilleures conditions, qui respectent pas la charte du joueur, qui est de base de respecter la nature, les riverains, voilà. Mais ça, c'est à partir du moment où il y a de l'humain, il y a aussi cette limite-là. Et la question par rapport au géocaching, donc on n'a pas fait... Alors, on s'était posé la question quand même au début, parce que certes, on reprend le principe du géocaching, donc on s'était dit, voilà, ça aurait été bien d'avoir
un relais aussi via le site de geocaching.com parce que c'est évident que c'est la base du jeu. Et puis après pas mal de temps de réflexion, on s'est rendu compte aussi que c'était un chronophage en gestion parce que ça nécessitait d'avoir du coup 2 supports à gérer pour les balades et aussi parce qu'on n'était pas sur le même type de public. Sauf erreur de ma part, les personnes qui pratiquent du géocaching sont plutôt des vrais joueurs et plutôt dans la compétition. J'entends compétition dans le sens où l'objectif c'est de faire beaucoup de cash en une journée. C'est pas pour tout le monde, hein, on est bien d'accord. Là, je généralise, mais des retours que j'ai, il y a aussi cette contrainte-là de faire en sorte que nous, les balades, ce sont des balades. Il y a certains objectifs de collection, mais pas de performance. Et les personnes qui pratiquent Pépite sont des personnes qui connaissent vaguement le principe du géocaching. Ce ne sont pas des géocacheurs de base. Donc ça, c'est une première chose. Et le second point, c'est que quand on place des caches avec geocaching.com, il y a aussi des distances à respecter. Il y a 160 ou 165 mètres entre chaque cache, ce qui peut être problématique sur certains territoires où on a beaucoup de caches. Du coup, comment on arrive, nous, à trouver notre place pour placer notre trésor dans ce système-là. Donc, ça posait aussi cette question-là. Voilà. Et alors, je vois qu'il y a une autre... donc, CUE37, l'Indre-et-Loire. Bonjour. Un autre CUE pourrait-il s'emparer de pépites et donc profiter d'un coup moins de mise en place? Alors, oui. Alors, on y travaille. Hein. Un jour, c'est ce qu'on disait avec Clément Briandé il n'y a pas si longtemps que ça. Un jour, Pépite pourrait être mutualisable. C'est bien un des objectifs dans la mesure où justement il y a des thématiques qu'on aborde qui sont assez générales et qui peuvent être reproductibles sur d'autres territoires. Et puis la création de parcours, c'est pas vraiment sorcier en tant que tel. Voilà, il y a juste certains points quand même à voir au niveau juridique, au niveau numérique, comment l'application peut supporter cette déclinaison derrière. Mais on y réfléchit. Ça, c'est quelque chose auquel on pense. Merci. Il y a plusieurs sollicitations, Nathalie, au moins 2, de personnes qui souhaiteraient pouvoir avoir les exemples de Lorient pour pouvoir les montrer au sein de leur collectivité pour avancer sur ce sujet avec des collègues de PLU. Donc, je vois deux sollicitations au moins pour travailler sur, pour utiliser l'exemple de Lorient pour faire bouger un petit peu les lignes dans d'autres collectivités. Donc, je vous laisserai après voir si c'est possible ou si c'est... C'est les coordonnées, du coup, pour que je puisse... Alors, je pense que c'est à la fois les coordonnées ou je vois avoir des planches. Ouais. Voilà, avoir les planches réalisées à titre d'exemple pour faire des essais dans d'autres collectivités. D'accord, donc sur les images que je vous ai passées. Exactement. Okay. Si je retraduis bien les questions qui sont dans le chat. A priori, c'est bon. Alors, il nous reste juste quelques minutes. Est-ce qu'il y aurait encore des questions sur ce qui nous a été présenté? Ou est-ce que tout est suffisamment clair? Bon. Est-ce que les intervenants veulent rajouter des éléments, peut-être? Du coup, juste en un seul mot, on se dit qu'on pouvait, ce type de jeu, on peut l'élargir, c'est-à-dire qu'on pourrait l'imaginer à l'échelle d'une région ou voire d'un territoire plus vaste. A contrario, on peut aussi le cibler sur une opération d'aménagement urbain très précise, très pointue, où ça peut aussi permettre un dialogue et une avancée sur des opérations. Voilà. Je pense que c'est un jeu qui peut s'adapter à différentes échelles. Voilà, c'était juste les questions m'évoquaient cet élément. Oui, en effet, c'est vrai que ça rejoint la question à la fois du côté duplicable, mais en tout cas de l'élargissement territorial des jeux. Cyrielle, on a encore une autre question. Je pense que
la question des propriétaires privés sur est-ce qu'ils ont été sensibilisés avant la création du parcours. C'est vrai que on l'a abordé, mais peut-être un peu vite. Ouais. En fait, du coup, dans la mesure où on travaille principalement avec la collectivité, notamment la commune, on part du principe qu'elle est davantage en lien avec ses administrés et que du coup, le relais doit se faire aussi par ce biais-là. Mais vu ce qui nous arrive là assez régulièrement, enfin régulièrement non, mais ce qui est arrivé récemment par rapport à des problèmes avec les riverains, peut-être qu'il va falloir qu'on accentue davantage ou alors que nous, dans notre création, on fasse plus attention à ce genre à anticiper ce genre de problème pour justement ne pas avoir à les gérer derrière puisqu'on les aura suffisamment anticipés. Donc il y a certains propriétaires privés sur lesquels on amène les joueurs qui sont sensibilisés dans la mesure où souvent en fait ils nous aident à construire le parcours. Donc ça c'est une chose. Mais pas tous. Donc effectivement, souvent les habitants sont au courant du projet parce qu'ils en ont entendu parler ou parce que c'est passé dans la Gazette aussi, la Gazette municipale. Mais on ne sensibilise pas tous les propriétaires privés. Ouais, ça c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille davantage. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à tous pour ces présentations et puis pour vos questions. À moins qu'il y ait d'autres questions, on va s'arrêter là.